Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon. Le salon Bipositive vient de s'ouvrir et nous entamons une session d'émission, de petits tours de table sur évidemment les sujets du salon que sont l'énergie, le carbone, la construction et d'autres sujets encore. Ce matin, pour démarrer, avec moi deux invités, et nous allons parler des nouveaux systèmes énergétiques, enfin d'une session d'émission qu'on a appelée Nouveaux systèmes énergétiques. Et là, ce matin, nous parlons de stockage de l'énergie. On va se poser la question de savoir où nous en sommes. Avec moi pour en parler, Justine Bain-Touverez, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate. Oui. Votre cabinet d'avocats s'appelle LC et Associés, c'est ça? Oui. Et vous allez nous dire en deux mots sur quel sujet vous travaillez dans votre cabinet. Oui. Donc moi, je suis avocat associé au sein du cabinet LLC Associés. Je suis spécialisée en droit des affaires et en droit de l'énergie. Et j'accompagne à la fois acteurs publics et acteurs privés dans le montage de projets énergétiques, à la fois efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable, toute énergie renouvelable confondue. Donc on les accompagne à la fois dans la définition des montages juridiques, des modèles d'affaires et dans les solutions de financement. Voilà, donc avec vous, on va voir l'aspect juridique. À côté de vous, Monsieur Vincent Matelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de SMA France. Eh bien, présentez-nous SMA France, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc SMA France, c'est la filiale française du groupe SMA, qui est un groupe allemand basé à Kassel, qui a 40 ans cette année, et qui est spécialisé dans la conversion de l'énergie. Donc, historiquement dans l'énergie solaire, et puis depuis quelques temps, on élargit notre champ de fourniture au travers d'applications telles que l'hydrogène. On a une gamme de produits qui est assez variée. On est présent depuis les installations résidentielles jusqu'aux très très grands projets au sol. Voilà. Donc on commercialise ces produits-là sur la zone francophone. Voilà, alors on va voir avec vous. Vous avez une vision d'ensemble, puisque vous êtes chez le particulier et ailleurs. Première question pour vous. On en est où du stockage de l'énergie, justement, votre position d'observateur, on va dire? Alors, le stockage de l'énergie pour SMA aujourd'hui, c'est une brique finalement dans la gestion de l'énergie. C'est une brique qu'on va venir intégrer dans un système finalement, puisque c'est un outil supplémentaire au développement d'une gestion optimisée de l'énergie, donc qui peut être produite par du solaire, mais pas nécessairement, qui est distribuée au travers dans des véhicules électriques, par exemple, des chauffe-eau solaires ou à plus grande échelle, c'est une solution aussi qui permet d'apporter du soutien au réseau. Est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui? Alors, en France, c'est encore un petit peu balbutiant. C'est-à-dire qu'il y a des projets on va dire de stockage qui ont été faits dans les zones non interconnectées depuis quelques années. Il y a quelques projets qui se font en résidentiel, quelques projets en commercial industriel. Partout ailleurs dans le monde, c'est une réalité. Il y a d'énormes marchés aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Allemagne. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, on va dire l'augmentation du coût de l'énergie en France, on a vécu pendant des années avec un coût de l'énergie qui était très très bas. En ce moment, il est très 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 haut. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forte volatilité. Les énergies renouvelables sont une réponse à cette volatilité qui permet de contrôler d'une certaine manière le coût de l'énergie. Le stockage va venir appuyer le développement des énergies renouvelables. Et donc, il y a quelques projets, de gros projets aussi de soutien au réseau en France avec RTE qui a lancé ses AOLT. Il y a des projets qui balbutient, mais on sent qu'on a un moment de bascule. On a un moment de bascule. Chez le particulier, on est en autonomie aujourd'hui ou est-ce qu'on est encore à la vente sur le réseau? Aujourd'hui, on est en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on va consommer une partie de l'énergie qui est produite sur le toit. On ne stocke pas? Très peu. Il y a quelques personnes qui vont stocker, mais qui sont un petit peu des personnes qui ont souhaitent innover, qui sont des passionnés, qui ont envie d'être les premiers à le faire. Mais on sent un vrai besoin. Je pense que le Covid est passé par là aussi et beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur leur mode de vie et intègrent l'énergie dans leurs réflexions. Et on sent en tout cas qu'il se passe quelque chose en ce moment. Qui se passe. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et de votre point de vue, à vous, est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous sentez que le marché du stockage, que le stockage va se développer? Alors c'est vrai qu'on a plusieurs courants qui vont pas toujours dans le même sens. On a les réglementations qui
vont massifier finalement les projets de transition énergétique avec des réglementations liées à la réduction des consommations, à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation, mais finalement des réglementations qui sont encore assez insuffisantes par rapport à ce qu'on doit atteindre et par rapport aux objectifs européens. À côté de ça, on a RTE qui nous a remis un rapport il n'y a pas très longtemps sur les systèmes énergétiques pour atteindre une stratégie bas carbone à horizon 2050 où il va falloir massifier l'électrification. Ça, c'est très important, lié à une réindustrialisation, mais aussi lié aux besoins d'électrification des véhicules, des procédés industriels, etc. Et là, on s'est rendu compte finalement que le nucléaire, que ce soit sur les installations existantes ou sur les nouveaux réacteurs, n'était pas suffisant finalement pour atteindre ces stratégies-là et ces objectifs. Donc nécessairement, les énergies renouvelables vont devoir compenser, vont devoir nous permettre d'atteindre un optimum à horizon 2050. Sauf que pour faire ça, effectivement, il nous faut du stockage parce que c'est uniquement le stockage qui permet, qui est un outil de flexibilité, qui permet de résoudre les problèmes d'intermittence justement de ces variations de production liées aux énergies renouvelables. Et on a un cadre juridique qui est très en retard en fait. Les solutions techniques évoluent à grands pas. Les solutions techniques sont là, et le juridique, et vous allez nous en parler, n'est pas encore tout à fait là. Exactement. Mais avant d'en parler, pareil, de votre position, on va dire, de là où vous êtes, vous travaillez toute la journée là-dessus, hein, c'est votre métier. Quand il y a du stockage, la demande, elle vient de qui ? Est-ce que ce sont les particuliers qui veulent stocker? Est-ce que ce sont les collectivités? Est-ce que ce sont les industriels? Qui veut faire du stockage aujourd'hui? Aujourd'hui, on a en fait tous les acteurs de la filière ENR, qu'ils soient producteurs, consommateurs, fournisseurs, veulent stocker. Un fournisseur, c'est pour lui un outil de marché. On va stocker quand le prix de l'énergie est bas et quand il va vouloir le revendre, il va avoir les accès marchés, donc il a besoin de ce stockage. Un producteur, il va aussi avoir la volonté de stocker pour justement bien régler ces écarts de production et de consommation. Un autoconsommateur, en autoconsommation individuelle, il a la possibilité soit de consommer son énergie, soit de la stocker. Voilà. Donc, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est les leviers juridiques. Alors parlons de ces leviers juridiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme levier? Enfin, où en est-on, tout simplement? Je ne vois pas pourquoi ce serait plus compliqué que ça. En est-on jusqu'à là, très récemment, puisque c'est une ordonnance du 3 mars 2021, donc c'est assez récent, on n'avait pas tellement de définition du stockage. Elle nous vient de nos directives européennes sur le marché intérieur de l'électricité de 2019, on est en 2021, et on avait jusqu'à maintenant finalement un stockeur qui était à la fois un producteur et un consommateur, et qui était taxé 2 fois au titre de la production et de la consommation. Donc quel est le modèle d'affaires quand on paye 2 fois en turpe et qu'on est soumis à la taxe sur la consommation finale d'électricité? Pour juste représenter ces taxes-là, c'est 40 à 55% de la facture d'énergie. Voilà, donc on n'avait pas de modèle d'affaires, sauf que là, depuis peu de temps, donc depuis le 3 mars, on a le nouveau dispositif de communauté d'énergie qui enfin intègre l'activité de stockeur dans le système énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois produire, consommer des énergies renouvelables, mais également la stocker, l'échanger, la partager dans des cadres géographiques qui sont aujourd'hui quasi départementaux, voire régionaux. Voilà, donc ça, c'est une première consécration. Très concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité avec la loi, tout simplement? Alors, il va falloir effectivement obtenir finalement la qualité, par exemple, d'autoproducteur. Donc, on peut autoconsommer sa production et la stocker par batterie. Donc là, on a une succession de solutions technologiques. On peut également parler d'électromobilité, puisque finalement, une borne de recharge, grâce notamment à la loi climat-résilience, est considérée comme un autoproducteur. Donc là, c'est ce qu'on disait sur est-ce que c'est une production ou une consommation. C'est un autoproducteur. Donc, on va avoir un paiement partiel du tarif d'utilisation du réseau. C'est ça qui va venir finalement atteindre un modèle d'affaires. Voilà. Et
Ensuite, on a une installation plus grande. Là, on peut parler de toiture, mais sur des centrales au sol, par exemple, stocker une partie de l'énergie, justement, parce qu'il y a l'intermittence de ces variations de production et la volonté aussi de pouvoir revendre l'énergie à un moment donné quand elle est moins chère, plus chère. Ça doit pouvoir en fait être un levier à la portée de producteurs, de fournisseurs, mais également de consommateurs. Sur ce que nous venons d'entendre, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment besoin de ce cadre juridique aujourd'hui pour pouvoir avancer ? Il y a besoin de ce cadre juridique puisque en fait, ces modèles d'affaires dont on parle, ils s'appuient sur on va dire 2 grandes applications pour le stockage. Les applications qu'on appelle énergie, c'est-à-dire où on va stocker de l'énergie et la réutiliser à un autre moment où elle est moins chère, où elle n'est pas disponible. Et les applications de puissance, où là, on va avoir besoin de très forte puissance pendant une durée très très courte pour venir soutenir le réseau. Et c'est juste 2 applications différentes et 2 sources de revenus pour les acteurs de cette industrie différentes. Et aujourd'hui, en France, on a quand même essentiellement et de manière très très réduite du soutien en fréquence. Ça ne suffit pas à rentabiliser une installation de stockage, bien que les coûts suivent ceux du solaire photovoltaïque. Donc on réduit drastiquement ces derniers temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, il commence à y avoir un sujet. Je vous invite tous à lire d'ailleurs le rapport, ou au moins la synthèse du rapport de RTE, puisque c'est vraiment très très enrichissant. Je pense qu'il est mentionné dans ce rapport qu'il y a des enjeux technologiques, notamment au niveau du stockage. Nous, on est tous prêts à les relever. On le fait partout ailleurs dans le monde et on sera très content quand ça sera vraiment en place en France. Et sur le cadre juridique, je pense, et réglementaire, ce qui est très important, nous, on est un acteur du solaire et je dirais qu'on a pâti ces dernières années de cadres juridiques, et encore il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, d'un cadre juridique qui est mouvant et qui ne permet pas à une filière de se développer. Et ça, c'est vraiment finalement le pire qui puisse arriver. Et je pense que c'est important pour le stockage stationnaire avec les batteries, c'est important pour l'hydrogène, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des sommes importantes qui sont investies par nos États. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de cadre, ça ne peut pas marcher. Et si le cadre change tous les ans, ça ne marche pas non plus. C'est ça. Donc, et on est assez fort pour ça. En général. Est-ce que ce cadre, alors est-ce qu'on a fait le tour du cadre déjà, et est-ce que ce cadre aujourd'hui, on est sûr qu'il est fixé pour au moins 5 ans, on va dire. Enfin bon, même s'il y a une élection qui arrive dans 6 mois. On a effectivement une définition maintenant en droit français. Parce qu'avant cette définition, on avait uniquement la définition du stockage stationnaire, donc on oubliait effectivement le stockage mobile. Là aujourd'hui, on a une définition qui est extrêmement large, qui va venir finalement recouvrir toutes les solutions de stockage possibles. Ça peut même aller jusqu'au ballon d'eau chaude, l'hydrogène, voilà, pour couvrir le plus grand nombre de situations. Ça veut dire que mon ballon d'eau chaude, par exemple, peut devenir un élément de stockage de l'énergie. Oui, et je peux, dans ce cas-là, avoir je vous donner la parole, quelque chose de positif. Ça peut me permettre d'avoir un petit peu d'argent, c'est ça ? Alors ensuite, il va falloir parler effectivement du cadre fiscal applicable. Par exemple, sur tout ce qui est communauté d'énergie, on va se demander finalement si le stockage va se voir assujetti à l'ensemble des taxes applicables. On va, sur l'autoproducteur, l'infrastructure, un réseau IRVE, une infrastructure de bande de recharge est considéré aujourd'hui comme un autoproducteur. Un autoproducteur, un autoconsommateur, il se voit payer par exemple il est assujetti qu'à une partie du TURP. Donc on considère aujourd'hui qu'un opérateur de bande de recharge électrique ne paiera qu'une partie du TURP. Sur la consommation finale, est-ce qu'un opérateur de bande de recharge est assujetti à la taxe sur la consommation finale dans la mesure où il injecte, il soutire? Est-ce que ce n'est pas uniquement la perte d'énergie quand il injecte et qu'il soutire qui doit être prise en compte pour cette fiscalité applicable, ou est-ce qu'on va simplement considérer que c'est un consommateur à part entière? A priori non, mais parce qu'il y a cette qualification d'autoproducteur, mais il faut que ce soit clarifié, parce qu'aujourd'hui la filière en a quand même besoin et a besoin aussi de dispositifs de soutien public. C'est important parce que le marché n'est pas encore complètement mature. Voilà, comme on avait fait pour l'autoconsommation avec la fiscalité, les dispositifs de soutien grâce à EDF, obligation d'achat, il y a toutes ces solutions-là qui doivent être appliquées aujourd'hui au stockage. Voilà, donc il y a un cadre qui a été mis en place, mais ce n'est pas encore suffisant, il faut aller plus loin. Il faut maintenant que toutes les branches de cette qualification juridique soient
bien définis pour que les modèles d'affaires et les BP des projets puissent se construire en fait. Sur ce, vous vouliez réagir par rapport à ce qui a été dit? Toute petite remarque juste pour dire que les ballons d'eau chaude servent à stocker de l'électricité depuis très longtemps. Hein. La nuit, on a les heures creuses et ça sert à stocker de l'électricité. Nos barrages servent à stocker de l'électricité. L'énergie se stocke depuis toujours et il faut juste trouver d'autres moyens aujourd'hui pour mieux intégrer les énergies renouvelables. Et je pense que vous êtes en train de me dire que j'ai dit une bêtise en fait. Non, pas du tout, mais je pense qu'on ne réalise pas ça. Et quand on parle de stockage... En fait, ça fait très longtemps qu'on stocke de l'énergie et on le fait tout à fait naturellement sans se poser la question. Oui, parce que c'est économique. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Je pense. Je pense qu'il faut aller plus loin. On a, sur le cadre juridique, on a terminé ou pas? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pourrais encore parler... Allez-y, vous avez encore 2 minutes au moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'autoconsommation collective. Bon, c'est pas uniquement, on parle pas que de l'électricité aussi. Hein. Les communautés d'énergie, c'est toutes les énergies renouvelables confondues. Ça, c'est important. On a un cadre, un dispositif juridique qui va nous permettre de produire, consommer, stocker toutes les énergies renouvelables. Ça concerne tous les vecteurs énergétiques. Donc ça, c'est un nouveau cadre qui devient de nos directives européennes, qui vient d'être transposé via l'ordonnance du 3 mars 2021 et il y a un dernier décret d'application qu'on attend, on croise les doigts pour le début d'année prochaine. Mais voilà, on a ce cadre-là va permettre vraiment, à notre sens, hein, de massifier l'offre de projets de production d'énergie renouvelable sur les territoires dans la mesure où c'est notamment les collectivités qui sont les cofondatrices de ces communautés avec des entreprises et avec des citoyens. On a vraiment besoin de massifier le stockage. De toute façon, pour pouvoir répondre aux enjeux. Hein, parce que l'objectif, c'est de répondre aux enjeux qui ont été fixés par la loi de transition énergétique. Et RTE vient de le rappeler dans son dernier rapport. On va parler technique. Avec vous, je vais vous demander de faire large. Et on a compris que la technique était un peu en avance, sur le juridique. Aujourd'hui, où on en est? On va le faire avec les particuliers, puis ensuite les collectivités, et puis éventuellement l'industrie, des choses comme ça. Si on parle du particulier, où on en est au plan technique du stockage de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a à disposition? Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries qui ont une offre pour les particuliers, donc pour installer dans votre maison une batterie. Il y a plusieurs marques que je ne citerai pas forcément, mais qui vient justement vous permettre d'augmenter votre taux d'autoconsommation. C'est-à-dire, forcément, si vous produisez de l'énergie sur votre toit, vous allez piloter vos charges avec un certain nombre d'éléments qui sont intelligents dans le système et qui vont décaler le lancement d'une machine à laver, le lancement de chauffage, d'un certain nombre d'éléments de consommateurs de votre maison. Malgré tout, vous n'allez pas suivre exactement la production du solaire. Alors, en France, on peut réinjecter et vendre une partie de l'énergie, ce n'est pas le cas partout. Donc, vous pouvez aussi la stocker et en stockant cette énergie, la restituer à un moment où vous n'en avez pas. Et donc techniquement, il n'y a pas il y a rien de complexe. Il n'y a rien de complexe. Ce qui va faire bouger les choses, de mon point de vue en France aujourd'hui, c'est la mobilité électrique, où la plupart d'entre nous très bientôt auront une voiture électrique, qu'on le veuille ou non. Et donc il faudra la recharger au travail, la recharger chez soi. Et ça va un petit peu changer la façon dont on utilise l'énergie en fait. Oui, parce que je vais consommer plus de toute façon d'énergie. Je vais consommer plus d'électricité si j'ai une voiture électrique et j'aurai besoin peut-être de stocker pour pouvoir recharger. Mais ma voiture peut devenir également un élément de stockage. Alors ça, c'est encore... c'est techniquement possible, encore très complexe parce que les fabricants automobiles débutent et ont des problématiques de garantie à gérer, que le réseau ne le permet pas de mémoire aujourd'hui. On ne peut pas encore faire de ce qu'on appelle du véhicule to grid. Il y a beaucoup de réflexions autour de ces sujets-là et forcément, c'est des batteries sur roulette. Donc c'est encore un outil de flexibilité supplémentaire. Particulier, retour sur investissement, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Au coût de l'énergie aujourd'hui, on a bien compris, hein, l'énergie ça s'envole. On ne sait pas si ça va continuer à s'envoler. Est-ce que j'ai intérêt pour mon portefeuille, hein. Je dirais qu'il faut regarder au cas par cas encore aujourd'hui. Ça reste en France des modèles économiques qui sont
encore limité, mais ça va évoluer assez rapidement, en tout cas pour le résidentiel. Après, ça demande le développement de tout un environnement autour de ces solutions-là pour gérer en fait son énergie différemment. Et ça, je pense que c'est ce qui va le plus changer dans les prochaines années, c'est qu'on va plus consommer notre énergie de la même façon, au même titre qu'on va plus faire les mêmes distances avec notre véhicule électrique puisqu'il aura une autonomie différente. Mais ça va changer nos modes de vie et c'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà, il faut qu'on s'adapte. Exactement. Et normalement, l'homme a prouvé qu'il savait s'adapter. Ouais, on a réussi. Et il a prouvé aussi qu'il pouvait consommer beaucoup trop. Sur l'aspect, cette fois-ci, chez la collectivité, comment ça se passe pour le stockage de l'énergie et au niveau aussi du réseau, hein, tout simplement. Je pense que ça, c'est un point très intéressant que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, les collectivités, elles ont commencé d'ailleurs à s'emparer de ces sujets-là. Elles ont été un peu freinées par manque de cadre. Et en fait, les collectivités sont demandeuses de ce type de projet, ont envie d'impliquer les administrés, les citoyens localement. Tout le monde a envie de le faire. Mais il y a des freins qui sont en train de se lever, comme on en a parlé avant. Et le stockage, comme je disais tout à l'heure, en fait, finalement, c'est une brique. Si vous avez à l'échelle d'un village des installations solaires sur un gymnase, une école, je sais pas, des ombrières sur le parking de la mairie et des bornes de recharge à disposition des personnes qui vivent là, c'est des projets qui sont fédérateurs localement. Et on voit, nous, on essaye de participer et d'accompagner les quelques projets qui se font parce que forcément, c'est des pilotes et c'est des gens qui ont vraiment envie de faire bouger les choses et qui ne sont pas aidés. Donc nous, on essaye de les aider à notre niveau en les accompagnant sur ces projets-là. Mais ça va arriver de manière massive. Et le stockage va juste venir aider en fait, le modèle économique parce qu'aujourd'hui, on est sur des coûts de stockage qui ont drastiquement baissé, on verra s'il continue à baisser, oui, mais en tout cas, on est à un niveau. De faire de la projection sur les prix aujourd'hui. Surtout en ce moment. Pareil, là, c'est des systèmes batterie. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes ou c'est que de la batterie? Aujourd'hui, c'est essentiellement de la batterie. Alors après, il y a l'hydrogène qui est un gros sujet. Mais là, on va parler vraiment d'électrification d'industrie, d'électrification de transport lourd, transport camion, transport des bus, des choses comme ça. Au niveau du particulier, ça reste, de mon point de vue, et pour l'instant encore une fois, je pense que ces dernières années nous ont montré qu'il ne faut pas avoir trop de certitude. Quelque chose qui va aller d'abord, qui va nous permettre d'électrifier assez rapidement, en tout cas de décarboner une grosse partie de notre industrie et du transport lourd assez rapidement. En tout cas, c'est le pari qui est fait par nos gouvernants en ce moment. Voilà. Et donc, quand on fabrique des onduleurs, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous apportez, votre valeur ajoutée? En fait, un onduleur, dans le sens inverse, c'est un redresseur et on a besoin de courant continu pour les électrolyseurs, donc pour casser les molécules d'eau et produire de l'hydrogène. Et en fait, on va juste, au même titre que quand on charge une batterie, en fait, un onduleur, il va convertir du courant continu en alternatif. Donc le panneau solaire produit du courant continu et on l'injecte sur le réseau en alternatif. Dans l'autre sens, ça s'appelle un redresseur. Donc il suffit de retourner la machine et quand on charge une batterie, aujourd'hui, les batteries sont en courant continu. Donc si on la charge depuis le réseau, on va charger avec du courant alternatif en courant continu. Et on va utiliser la même plateforme à quelques différences près pour alimenter des électrolyseurs qui ont besoin de beaucoup de courant continu. Voilà, donc là, pareil, on est prêt techniquement, on sait faire. Nous, on va mettre en route là, une station de recharge à Paris d'une flotte de taxis à hydrogène. Je crois que c'est prévu dans les jours qui viennent. D'accord. Ce sera le mot de la fin pour vous. Donc j'ai vu qu'on est en train de mettre en place le cadre juridique. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'on puisse développer le stockage? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a intérêt, on l'a bien compris quand même, à développer le stockage? Un intérêt à le développer, je pense que là, il n'y a plus de débat. Il y a un intérêt stratégique et énergétique, comme l'a rappelé RTE. Un cadre économique, c'est important. Effectivement, on a du mal à construire aujourd'hui les modèles d'affaires sur le stockage. On a également du mal encore à déployer
des réseaux IRVE dans les métropoles, les collectivités. Et là, il y a un dispositif, c'est pour ça qu'on parle du dispositif de soutien public encore, c'est important, je pense, à maintenir encore pour le stockage, l'hydrogène, les infrastructures de bornes de recharge électrique. On a eu dans la loi Climat Résilience la possibilité pour les installations collectives raccordées au réseau public d'obtenir des subventions à l'investissement. Donc ça, c'est important, c'est des aides qui sont encore aujourd'hui nécessaires. Aujourd'hui, quand on voit l'autoconsommation individuelle ou collective, les modèles d'affaires vont presque devenir quasi autonomes finalement alors qu'à l'origine, les dispositifs de soutien étaient là justement pour insuffler les projets, inciter à faire. Voilà, donc je pense que ça, c'est important. Et après, il y a un effort de clarification réglementaire à faire sur le stockage parce qu'il y a encore des doutes sur quelle fiscalité précise, applicable, on va devoir définir. Si je veux me renseigner, à qui je dois m'adresser? Alors évidemment, un cabinet d'avocats spécialisé, mais qu'est-ce que j'ai comme source d'information? Alors, on a sur les sites ministériels, là aujourd'hui, c'est la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère, donc, qui travaille justement sur ces sujets de fiscalité, qui a été très motrice ces derniers mois sur l'ensemble des dispositifs de soutien, sur l'autoconsommation collective, individuelle, sur la clarification du cadre de ces communautés d'énergie. Donc voilà, il y a une veille réglementaire qui est très importante, qui est faite et qui est à disposition de tous. De tout à chacun. Vous avez le mot de la fin sur la technique, les technologies. Si on fait un peu de prospective, qu'est-ce qui va arriver, où on en est aujourd'hui dans les systèmes? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment changer la donne, c'est quels acteurs vont être capables d'offrir une solution complète aux différentes personnes concernées, que ce soit des particuliers, des industriels ou autres. Il y a beaucoup je parlais de briques tout à l'heure, il y a beaucoup de composants dans les systèmes énergétiques d'aujourd'hui. Il faut qu'ils se parlent ensemble, il faut qu'on puisse les gérer de manière intelligente. Et ça, c'est vraiment, de mon point de vue, ce qui va faire la différence dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'une batterie, ce n'est pas intelligent, un panneau solaire, ce n'est pas intelligent. Je n'insulte personne. Il faut rendre intelligent le système. Il faut rendre intelligent. Et je parlais tout à l'heure de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de consommer. C'est pas naturel pour nous aujourd'hui et il y a besoin d'accompagner et que le système amène un petit peu d'intelligence et puis que nous on soit vraiment acteurs finalement de ces changements-là en investissant dans ces technologies qui sont pour moi je sais pas, l'avenir quoi. Il y a pas de... Donc de ce que je comprends de nos échanges, c'est qu'on est prêt mais qu'il y a encore des efforts à faire pour que ça fonctionne vraiment bien. C'est ça? C'est ça. Il y a toujours des efforts à faire, mais bon, je pense que vous avez aussi mentionné le fait que l'information soit disponible sur le site du ministère, c'est plus lisible qu'avant, quoi. On a quand même des choses qui sont compréhensibles, j'ai envie de dire, de tous. Le rapport de RTO, si je reviens dessus, mais c'est nouveau tout ça, hein, quoi. Je veux dire, c'était très obscur pour beaucoup de gens jusqu'il y a peu de temps, et chacun campait un peu sur ses positions. Là, il y a des choses qui sont très vulgarisées, mais très pointu techniquement et qui permettent de comprendre ce que sont les enjeux énergétiques. Et il y a des vraies décisions à prendre dans les prochains mois. Et le stockage est un des enjeux. Nécessairement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de stockage de l'énergie et des énergies renouvelables. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et à retrouver également sur le site du salon Bipositive et de notre partenaire presse Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.